Très bien, écoutez, je suis vraiment ravi d'être ici. L'intitulé de cette conférence, c'est le fameux slogan révolutionnaire « La liberté ou la mort ». Et j'ai 30 minutes pour vous donner de la substance à ce slogan qui est devenu un petit peu un cliché aujourd'hui. Et donc, par la magie du montage sur Internet, puisque les slides ne peuvent pas s'afficher sur l'écran derrière moi, elles s'afficheront sur YouTube et vous pourrez revoir cette conférence avec les slides. Donc, ma première slide était simplement le mot « contre nous de la tyrannie ». La Marseillaise, contre nous de la tyrannie. L'identité nationale française, c'est ça. Bon, mais c'est quoi la tyrannie? Alors j'ai une superbe image qui s'affichera par magie sur YouTube d'une créature que j'ai inventée qui s'appelle le Tyrannominis Rex. Okay, le Tyrannominis Rex, imaginez là une superbe image avec un monstre, un tyrannosaure à tête d'humain. Pour les latinistes, j'ai mis hominis au génitif. Ça signifie que ce n'est pas le tyran roi des hommes, mais le tyran qui règne sur les hommes, le Tyrannominis Rex, le tyran des hommes, génitif, pour les pédants qui se seraient glissés dans cette salle et qui auraient voulu corriger mon latin, sait-on jamais. Ok, pardon? Non, ah oui, des hommes, bien sûr, en plus. Mais alors, hominibus, ça aurait fait un truc encore plus long, c'est exact. Alors, le tyran de l'homme, en effet. Merci d'avoir rendu cette note exacte, parce qu'après tout, on ne sait jamais sur Internet. Je suis sûr que j'aurais eu un commentaire sous la vidéo pour dire « c'était hominibus malheureux ». Bon, ok, ce monstre, Tyrannominis Rex, en fait, il revient régulièrement dans les démocraties. Et alors, il y a deux armes contre lui. La première arme, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le premier rempart du système immunitaire pour la tyrannie. D'accord ? Contre nous de la tyrannie, le premier rempart, c'est la liberté d'expression. Le deuxième rempart, je le fais apparaître sur cette slide par la suite. Vous voyez un homme avec un fusil. Parce qu'en fait, dans Jurassic Park, vous avez donc Chris Pratt qui tient une carabine Marlin, qui est labellisée contre les Tyrannosaurus Rex. Sur le site internet du vendeur de cette carabine, il est marqué qu'elle peut abattre un Tyrannosaurus Rex. Et pour les Américains, c'est pas compliqué. Vous avez le premier rempart contre la tyrannie qui est la liberté d'expression. Et si le premier rempart n'a pas fonctionné, eh ben on va utiliser le deuxième rempart, qui est une carabine Merlin spécialisée dans l'abattage de Tyrannosaurus Rex. Alors, là, j'affiche, imaginez la liberté guidant le peuple de Delacroix. Ok, la liberté guidant le peuple. Si vous vous rappelez bien, les gens, ils ont des baïonnettes. Okay, ils ont des fusils, ils ont des baïonnettes. Ça, c'est quand la liberté d'expression n'a pas marché. L'objectif de cette conférence, c'est de faire en sorte de ne pas avoir à en arriver là. Mais encore une fois, les Américains ont bien prévu ces deux étapes puisqu'ils ont le premier amendement, la liberté d'expression. Et juste après le premier amendement, il y a quoi? Le second amendement, le droit de porter des armes aux États-Unis. Et ce droit aux États-Unis, il n'est pas là pour aller à la chasse. Ils sont très clairs avec ça. Il est là pour empêcher un tyran de prendre le pouvoir. Et ils sont conscients que la première arme, c'est l'imprimerie. L'imprimerie, la liberté d'expression. Mais que la deuxième arme, si jamais tout a foiré, bah, ça va être les baïonnettes. Mais on ne fait pas une civilisation avec des baïonnettes. D'ailleurs, Talleyrand l'avait dit. On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Donc, quand on a la liberté qui est dans le peuple, le but, c'est de ne pas garder les baïonnettes indéfiniment. C'est de chasser un tyran et ensuite de rétablir la liberté d'expression qui est l'état naturel de la démocratie. Alors, dans 1984 de George Orwell, on a 7 piliers de la tyrannie spécialisée dans la lutte contre la liberté d'expression. Le premier pilier, c'est le contrôle de l'information. Dans 1984, le parti unique contrôle strictement l'information via le ministère de la vérité, le Miniver, modifiant l'histoire et falsifiant les faits pour garantir la soumission du peuple. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la surveillance omniprésente. Donc les télécrans, on les appelle comme ça dans 1984, les télécrans, et la police de la pensée instaurent une surveillance constante, éliminant toute forme de pensée critique ou de rébellion. Le troisième pilier, la langue manipulée, la novlangue, ou le newspeak en anglais, on va y revenir, le newspeak ou la novlangue, est utilisé pour réduire le vocabulaire et limiter les moyens d'expression, rendant impossible toute pensée subversive. Quatrièmement, la répression psychologique. La manipulation mentale et la double pensée contraignent les citoyens à accepter des contradictions et à renoncer à la logique individuelle. Cinquième pilier, la propagande et le culte du chef. Comme en Corée du Nord, okay, l'adoration aveugle du grand frère, Big Brother, est maintenue par une propagande incessante, effaçant toute individualité au profit du parti. Enfin, sixième pilier, guerre permanente, le ministère de la paix.
Bah oui, on va pas l'appeler ministère de la guerre. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a des ministères de la Défense, on n'a pas de ministère de la guerre. Mais là, c'est carrément le ministère de la Paix en 1984. Pourquoi s'emmerder? Le ministère de la Paix maintient un état de guerre permanent. Cette guerre sans fin n'a pas pour but de vaincre un ennemi, mais de justifier la privation de liberté et de maintenir la peur, assurant ainsi le contrôle du parti. 7e pilier, terreur et répression. Et ça, c'est le ministère de l'amour. Dans 1984. Le ministère de l'amour, bah oui, c'est Big Brother, il vous aime. Alors, le ministère de l'amour est l'institution chargée de réprimer toute dissidence. Derrière son nom ironique se cache la torture et l'endoctrinement pour briser toute volonté de rébellion et forcer l'amour du parti. Donc je vais te torturer, mais avec amour. Toute ressemblance avec des personnages ou des faits serait purement fortuite. C'est assez terrifiant de voir comment on a fait de 1984 un manuel, en fait. Parce que là, on a l'impression de voir un manuel. Et c'est allé tellement loin. Je vous ai parlé du Newspeak, ok? Aux États-Unis, il y a un magazine qui ne s'appelle pas Newspeak, mais qui s'appelle Newsweek. Eh bien, Newsweek, et j'ai cette très belle slide qui apparaît maintenant pour nos auditeurs sur YouTube, où Newsweek a titré « Finalement, Trump ne s'est peut-être pas fait tirer dessus ». C'est pas le Gorafi, c'est pas l'équivalent britannique ou américain du Gorafi qui s'appelle Babylon Bee, c'est Newsweek. Newsweek a titré « Finalement, Trump ne s'est pas fait tirer dessus ». Voilà. Mais non, c'est une implosion spontanée de l'oreille. Vous étiez pas au courant? Ça existe. Ça arrive de temps en temps, ou alors c'est la foudre. En fait, il prétendait citer une source du FBI qui avait dit que peut-être c'était un éclat de prompteur, alors que n'importe qui pouvait voir que c'était pas le prompteur. Je veux dire, sur place, on voyait bien que les prompteurs étaient intacts. Le journalisme, c'est ça. Vous voyez. Les Britanniques ont une expression assez salace, mais elle est marquante. Et pardonnez-moi d'utiliser ce niveau de vulgarité, mais Patton disait la vulgarité, ça marque. Donc quand je veux que mes hommes se rappellent de quelque chose, je leur donne 2 fois plus allemand. L'expression que les Britanniques ont pour ce genre d'embrouille, parce que c'est une embrouille, c'est « je pisse dans ta poche et je te dis qu'il pleut ». Finalement, Trump ne s'est pas fait tirer dessus. Voilà. Mais pourquoi pas avec un vrai journal, d'accord? Newsweek, Newspeak. Bon, évidemment, c'était faux. Ils ne se sont pas excusés, ils ont juste enlevé l'article. Mais ils ont tenté. Ils ont dit comme ça, bon, ça passait pas. Pourquoi ça passait pas? Parce que nous sommes les anticorps de la tyrannie. L'information est l'anticorps de la tyrannie. La libre expression est l'anticorps de la tyrannie. Alors, on savait dans l'histoire de France, pourtant, il n'y a rien de tel que l'histoire, pour éviter justement ce genre de choses. Il n'y a rien de tel que le devoir de mémoire et l'histoire. Le bourrage de crâne, cette expression est en fait devenue populaire pendant la guerre de 14. C'était l'expression préférée des poilus pour parler de la propagande de guerre. Le bourrage de crâne. C'est de là que ça vient au départ, la propagande de guerre. Et vous vous rappelez, alors là je vous ai fait un petit compendium, les pires dingueries qui ont été écrites à l'époque. Les Allemands tirent mal et fort bas. Quant aux obus, ils n'éclatent pas dans la proportion de 80%. Ça, c'est le journal qui écrit ça le 19 août 1914. Leur artillerie lourde est comme eux, elle n'est que bluff. Leurs projectiles ont très peu d'efficacité et tous les éclats vous font simplement des bleus. Ça, c'est écrit par Le Matin, lettre du front, 15 septembre 1914. L'inefficacité des projectiles ennemis est l'objet de tous les commentaires. Les shrapnels éclatent mollement et tombent en pluie inoffensive. Quant aux balles allemandes, elles ne sont pas dangereuses. Elles traversent les chairs, de part en part, sans faire aucune déchirure. Et je vous le donne en mille, le titre du journal qui écrit ça, c'est L'Intransigeant. 17 août 1914. Il faudra m'expliquer, parce que je ne suis pas très fort là-dedans, mais comment une balle traverse quelqu'un sans déchirer quoi que ce soit. Bon, ok. Nos troupes, d'ailleurs, maintenant, se rient de la mitrailleuse. On n'y fait plus attention. Ouais, enfin, à l'ossuaire de Diomont, je me demande bien de quoi ils sont morts, du coup. Ça, c'est le Petit Parisien, 11 octobre 1914. Et puis après, bien sûr, les déclarations du généralissime Joffre. « Je tordrai les boches avant 2 mois. » Août 1914. Nous romprons le front allemand quand nous vaudrons général Nivelle, 13 janvier 1917. Ok, il n'y a rien de tel que la mémoire. D'accord, il n'y a rien de tel que la mémoire. Le vaccin pour protéger la nouvelle génération, c'est papy qui parle aux petits-enfants et qui leur dit « je vais t'apprendre l'histoire de France ». D'accord ? Et là, vous avez 80% de vaccination contre la tyrannie. C'est comme ça que ça se passe. Alors, Noam Chomsky avait repris 1984 et il disait, je le cite, « La manière intelligente de maintenir les gens passifs et obéissants est de limiter strictement le spectre des opinions acceptables, tout en permettant un débat très animé au sein de ce spectre, voire en l'encourageant. Cela donne aux gens l'impression que la pensée libre est en cours.
Alors qu'en réalité, les présupposés du système sont constamment renforcés par les limites imposées à l'étendue du débat. Donc je répète, la manière la plus intelligente de maintenir les gens passifs et obéissants est de limiter strictement le spectre des opinions acceptables, tout en permettant un débat dans ce spectre-là. Donc vous avez le droit de débattre tant que c'est dans un bac à sable qui fait la taille d'une table de ping-pong. Okay, mais si jamais vous en sortez par les mots ou par la pensée, 1984, thought, crime de pensée. Réduire le vocabulaire aussi. Ça, c'est le concept de prison lexicale. La prison lexicale, vous enfermez les gens dans l'utilisation de certains mots uniquement. Et ils ne peuvent débattre qu'en utilisant ces certains mots. Donc vous avez tout à fait le droit d'être libre, mais dans la superficie d'un bac à sable qui fait la taille d'une table de ping-pong de Rechef. Et bien ça, ce sont des méthodes sournoises, en effet. Alors j'ai quelques tweets que je vous affiche là pour YouTube. L'ancienne Premier ministre, donc chef du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a dit que, elle a prononcé ça aux Nations Unies, hein, la libre parole est une arme de guerre. La libre parole tue. D'accord ? Moi, je vais vous montrer tout à l'heure qu'elle sauve des vies. Hein. Mais non, pour Jacinda Ardern, à la tribune des Nations Unies, elle vous dit tranquillement, la libre parole est une arme de guerre. Et la censure est nécessaire pour protéger la libre parole. Tabarnak ! La censure est... Bah dis donc, ça vous rappelle pas le ministère de l'amour, ça ? Et le ministère de la paix ? Et le ministère de la vérité ? La liberté, c'est l'esclavage ? Et la censure, c'est la liberté d'expression, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors, heureusement, les gens ont réagi. On a, par exemple, Robert Kennedy Jr., qui a réagi, par exemple, à une déclaration d'Alexandra Ocasio-Cortez qui disait « Nous devons mettre des rênes aux médias ». Pardon. L'exécutif doit mettre des rênes aux médias. Mais c'est un peu le principe d'une dictature, du coup, non ? Je sais pas, je me rends pas bien compte, là, j'ai perdu mes repères. Non, l'exécutif, il n'a pas de rênes à mettre aux médias. Et donc, voilà, Robert Kennedy nous dit « Mais ça ressemble furieusement à la Corée du Nord, ce que vous proposez, quoi. » John Kerry nous dit « Le premier amendement est un obstacle pour nous. » John Kerry, il est américain, hein. Il a été candidat à la présidentielle, ça signifie qu'il était prêt à prêter serment. Quand on prête serment aux États-Unis, c'est pour défendre la Constitution. Le premier amendement de la Constitution, c'est la liberté de parole aux États-Unis. Ce type a été candidat à la magistrature suprême. Il devait normalement prêter serment de défendre le premier amendement et tous les autres. Et là, il dit, le premier amendement, il est chiant quand même. Hein. Il nous gêne un peu. Hein. Il a déclaré ça, alors là aussi, je vous le donne en mille. À votre avis, où ? Oui, ça aurait pas mal, ça aurait pu. Au Forum économique mondial. Bien sûr. Quand on cherche du fumier, on va à la porcherie. Mais vous n'étiez pas loin parce que c'est pas Newsweek, c'est le New Yorker qui a titré « Opinion, est-il temps de brûler la Constitution ?» Ben oui, mais pourquoi pas, au bout d'un moment ? Je veux dire, ils ont titré ça. C'est un monsieur Louis Menand, dans le New Yorker, qui a fait un éditorial qui titre « Est-il temps de brûler la Constitution américaine ?» Même Ben Laden, il n'aurait pas pensé un truc pareil, honnêtement. Mais c'est vrai, au bout d'un moment, je veux dire, on parle des talibans, on parle du terrorisme et tout. Mais même eux, ils ne sont pas arrivés en disant « Vous devriez brûler votre Constitution, braves Américains, quoi. » C'est fou. Et là, c'est la presse qui sort ça. Alors, sur Twitter, a reparu sur X une discussion de CNews où il faut reconnaître que Pascal Praud et Geoffroy Lejeune, donc Geoffroy Lejeune qui est à la rédaction du JDD et que je salue, ils ont dit à l'antenne, ils ont dit oui, on n'avait pas le droit de parler de certaines choses. On s'est tous vaccinés. Pas tous. Oui, pas tous, parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Oui. Parce que je suis vacciné pour me protéger. Non, parce que vous avez un certain... autrui. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous, oui. Les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien. Ah ouais, c'est vrai. Ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans. Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant, attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, et c'était interdit de le dire. Mais évidemment. C'est quand même incroyable, oui. Ils l'ont dit cash, on n'avait pas le droit de parler de certaines choses. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ça ? Ça nous renvoie à 1914. On n'avait pas le droit de dire que les mitrailleuses allemandes tuaient.
Moi, j'étais parti du principe qu'une mitrailleuse s'était fait pour tuer et que si elle était made in Germany, c'était Deutsche Qualität, qu'elle allait donc tuer relativement bien. Eh ben non, le petit journal me disait que pas du tout, que la Deutsche Qualität que nenni, et qu'en fait, elle traversait de part en part. Parce que je vois bien les Allemands fabriquer des mitrailleuses pour traverser le corps. C'est logique. C'est Air Général avec son cahier des charges. Mais non, ce qu'on voudrait, nous, ce serait que ça traverse les Français sans les tuer. Voilà. Bon, il n'y a rien qui faisait sens, mais des médias avaient imprimé ça. Et bien là, Geoffroy Lejeune et Pascal Praud ont dit « Non, non, nous, on doit vous le dire, certes, 2 ans trop tard, ok, mais c'est mieux que rien. On a été interdit de vous dire certaines choses. » Ça, c'est ce qu'on appelle de la tyrannie. Alors rappelons, là aussi, devoir de mémoire, les héros de la liberté d'expression, parce que non, contrairement à ce que dit Jacinda Ardern, la liberté d'expression, ça ne tue pas, la liberté d'expression, ça sauve des vies. Ma première preuve, qui s'affichera donc sur YouTube, le massacre de My Lai. Et le massacre de My Lai, tout le monde a oublié ça. Il ne reste aujourd'hui que les gens qui se rappellent de la guerre du Vietnam, qui pourront le transmettre à leurs enfants et petits-enfants. Mais le massacre de My Lai, c'était Seymour Hersh qui a balancé ça. Et donc, je vous rappelle les grands faits. 16 mars 1968, le massacre de My Lai a lieu. Des soldats américains tuent entre 347 et 504 civils vietnamiens, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. La BBC le rapportera par la suite. Novembre 1969, le journaliste Seymour Hersh révèle le massacre et la dissimulation par l'armée américaine. C'est ça qui est grave. En tant que personne physique, si vous passez devant la justice, que vous avez tué quelqu'un et que vous avez essayé de dissimuler le corps, vous prenez 5 ans de plus, on est d'accord. Quand c'est l'armée qui le fait, ça doit être pareil pour le public, puisque le peuple est souverain. C'est le peuple qui règne sur sa nation normalement. Donc, oui, vaste programme, vous me direz. Publiant un article largement diffusé dans la presse internationale. Donc au départ, c'est dans le New York Times. 1969, décembre, les enquêtes militaires confirment la véracité du massacre et les atrocités commises par les troupes américaines. C'est confirmé par le Guardian par la suite. 1971, le lieutenant William Calley est reconnu coupable de meurtre pour son rôle dans le massacre, mais sa peine est largement réduite après la pression publique. Ça, c'est dans le Washington Post. La liberté d'expression, ça sert à ça. Ça sert non seulement à sauver des civils vietnamiens, mais aussi à ne pas déshonorer son armée. Parce que quand on a une armée qui fait ça, elle se déshonore, et l'armée américaine, elle appartient au peuple américain. C'est lui le patron, et il a besoin d'être informé dans ce genre de situation. La liberté d'expression, ça sert à ça. Mais on a l'autre cas des Pentagon Papers, où là, c'est donc l'immense journaliste Ellsberg. Je vous rappelle le cas, 1967, le secrétaire à la Défense Robert McNamara commande une étude secrète sur l'implication des États-Unis au Vietnam. 1969, Daniel Ellsberg, qui est analyste à la Rand Corporation, décide de copier les documents après avoir été largement déçu par la guerre, alors qu'il était à la Rand Corporation, qui est le centre de recherche pour fabriquer de nouvelles armes et de nouvelles stratégies. C'était donc un concepteur militaire professionnel, même s'il n'était pas militaire lui-même. 1971, juin, les Pentagon Papers sont publiés par le New York Times, révélant des mensonges du gouvernement sur la guerre au Vietnam. Or, le gouvernement n'a pas le droit de mentir à son peuple. C'est la base en démocratie, c'est le peuple souverain. Dans le cas américain, we the people. La Constitution américaine, elle est écrite au nom de we the people. Dans la Constitution de la Ve République, la souveraineté n'appartient qu'à qui ? Au peuple français. 1971, donc les Pentagon Papers sont publiés par le New York Times, révélant des mensonges du gouvernement. 1971, juin, ensuite, le gouvernement Nixon tente d'empêcher la publication en invoquant des questions de sécurité nationale. Mais la Cour suprême permet la diffusion au nom de la liberté de la presse. Enfin, 1971, juillet, d'autres journaux, dont le Washington Post, publient également les extraits des Pentagon Papers. Daniel Ellsberg a risqué la prison à vie, voire la peine de mort, pour informer le public américain. C'est à ça que ça sert, la liberté d'expression. Et ça a conduit la guerre au Vietnam à une fin beaucoup plus rapide, sauvant évidemment des vies aussi bien américaines que vietnamiennes. Mais on a eu des cas bien pires. Martin Luther King. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, le FBI a tenté de le pousser au suicide. C'est complètement officiel. On n'est pas dans ce qu'on appellerait une théorie du complot, même si ça se discute. Là, on est sur des documents 100% déclassifiés. 100%. Je vous recite les faits. 1963, le FBI commence à surveiller Martin Luther King, suspectant des liens avec le communisme, avec l'Union soviétique, et obtient l'autorisation de le mettre sur écoute. 1964, le FBI envoie une lettre anonyme à Martin Luther King, le menaçant de révéler des enregistrements de ses relations extra-conjugales et insinuant qu'il devrait se suicider pour éviter le scandale. 1964, suite, King reçoit cette lettre juste avant de se rendre à Oslo pour recevoir le prix Nobel de la paix, mais refuse de céder aux menaces et les lettres seront publiées.
Années 70, ces abus du FBI, y compris la surveillance de King, sont exposés par le comité Church, qui est un sénateur américain qui a ouvert un comité pour vérifier les abus de pouvoir des agences à 3 lettres aux États-Unis, confirmant les tentatives de discréditer les dirigeants des droits civiques. Source BBC. Eh bien, ce qui est terrifiant, c'est que de l'autre côté du rideau de fer, on avait les mêmes pratiques. La Stasi qui est évidemment un haut représentant de la liberté d'expression, on est tous d'accord, hein. La Stasi pratiquait le Zersetzung. Le Zersetzung, on le traduit en français par biodégradation ou décomposition. C'est une technique par laquelle les agents de la Stasi faisaient circuler des rumeurs sur certains opposants politiques. Par exemple, ils leur faisaient rater leur bus plusieurs fois dans la semaine. Et ensuite, ils disaient à leur employeur « Mais c'est normal qu'il ait raté son bus, il boit du matin au soir. » Et puis comme ça, c'est normal que... il t'a regardé comme ça au bureau, c'est normal, c'est un pervers sexuel. Et comme ça, de rumeurs sans laisser de traces, bien sûr, rien d'écrit. Hein. Vous aviez juste un type en trench coat qui débarquait, qui disait c'est normal, et puis qui repartait. Et à force comme ça de laisser passer des rumeurs, eh bien, la réputation de la personne était détruite, elle trouvait plus d'emploi, elle était ruinée. Mais c'était discret. Zersetzung, biodégradation. Ah bah, on voit bien un truc du ministère de l'Amour, ça, hein, on reconnaît. Hein. Eh ben, le cas, c'était Jürgen Fuchs, mais il y en a eu plein. Hein. Le cas de biodégradation par la Stasi, ça a été déclassifié, il y en avait des tonnes. Années 70, la Stasi, donc, développe la technique du Zersetzung visant à déstabiliser et à détruire psychologiquement les opposants en utilisant diverses formes de harcèlement. Source Der Spiegel. 1976, la Stasi cible Jürgen Fuchs, écrivain dissident, en utilisant le Zersetzung pour l'isoler, détruire ses relations, miner sa santé mentale, le harcelant à travers des lettres anonymes et des campagnes de dénigrement. 1977, Fuchs est emprisonné puis expulsé en Allemagne de l'Ouest, mais reste surveillé et harcelé par des méthodes psychologiques. Coups de fil, des personnes qui passent à ses conférences, etc. Années 90, après la réunification, des documents de la Stasi révèlent l'ampleur de la campagne de Zersetzung contre Fuchs et de nombreux autres dissidents. Et Fuchs, c'est la crème parce que là, il y avait des traces écrites. Pour les autres, ils faisaient ça de façon la plus discrète possible, sans laisser d'archives, sans laisser de traces écrites. Parce que biodégradation. La liberté d'expression, ça sert aussi dans l'affaire Nord Stream. Je vous rappelle que c'est toujours Seymour Hersh qui avait révélé le massacre de My Lai, qui a révélé que le sabotage du Nord Stream était dû aux Américains. Et je rappelle bien sûr la phrase de Joe Biden, quand en conférence de presse, il avait dit « Nous détruirons le Nord Stream » et qu'un journaliste américain lui avait demandé « Comment vous ferez ?» Il lui avait répondu « Ne vous en faites pas, nous pourrons le faire ». C'était devant la presse, en conférence de presse officielle, qu'il a été déclaré cela. Eh bien, Seymour Hersh, 26 septembre 2022, les explosions endommagent les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, provoquant des fuites massives de gaz. Au passage, je me suis amusé à calculer, parce que là, je crois qu'on va limiter la circulation à Paris à 50 km/h. À votre avis, ça fait combien de voitures jour, le Nord Stream? Ça fait combien de voitures jour, à votre avis? Ouais, 600 millions. Le gaz, en termes d'équivalent gaz à effet de serre, parce que c'est du méthane qui sort, le méthane est bien pire, évidemment, que le CO2. En équivalent effet de serre, c'est 600 millions de voitures jour. D'accord? Comme si vous les faisiez tourner 24 heures. Hein. Voiture jour, c'est 24 heures, hein, c'est pas 12 heures. Okay. Février 2023, le journaliste Seymour Hersh, donc, qui est une personne âgée maintenant, il continue à se battre pour la liberté d'expression et d'information, publie un article démontrant que les États-Unis, avec l'aide de la Norvège, ont saboté les gazoducs dans une opération secrète, citant diverses sources. Bien sûr, le gouvernement américain va démentir ces allégations de Seymour Hersh, comme il avait démenti à l'époque les allégations du massacre de My Lai. 60 ans de combat pour la liberté d'expression, Seymour Hersh. Ça, contrairement à ce que dit Jacinda Ardern, encore une fois, ça sauve des vies. Et je vous ai parlé donc de la commission de Church. Donc là, vous verrez une image du sénateur Church qui tient un pistolet à crise cardiaque développé par la CIA, et il le démontre en 1975. 1975, une commission au Sénat américain, il sort un flingue qui est conçu par la CIA pour donner des crises cardiaques à des cibles. 75, hein, c'est pas récent. Et on a des spécialistes du renseignement dans la salle qui pourront nous confirmer que ces objets, ces entités existent. Alors, c'est pas exactement des flingues à crise cardiaque que je vais vous parler, c'est de l'opération Mockingbird. L'opération Mockingbird, donc oiseau moqueur, ça a donné, vous savez, un roman, le roman n'est pas lié à ça, mais To Kill a Mockingbird.
C'est une opération par laquelle la CIA a payé au minimum 400 journalistes pour influencer les éditoriaux et les articles qui paraissaient dans la presse américaine. C'est complètement interdit. C'est pas un peu interdit, c'est complètement interdit. La CIA n'a pas le droit d'intervenir sur le territoire national, encore moins de payer des journalistes pour qu'ils influencent ce qui va paraître dans la presse. Année 1950, la CIA lance l'opération Mockingbird pour infiltrer et influencer les médias américains et étrangers afin de contrôler le récit public pendant la guerre froide. Source, le Washington Post. Année 60, de nombreux, plus de 400 journalistes sont secrètement payés par la CIA pour diffuser de la propagande favorable aux intérêts américains, y compris dans des publications majeures. Frank Wisner Sr., patron de la CIA à l'époque, appellera ces journalistes ses Mighty Wurlitzer. Wurlitzer, c'est une marque de piano aux États-Unis, une marque d'instruments de musique. Donc il se dira « je suis le chef d'orchestre de la presse ». Il y a un tout petit problème dans une démocratie quand vous avez une agence de renseignement qui dit « je suis le chef d'orchestre de la presse ». Léger problème. 1973, des soupçons sur l'implication de la CIA dans les médias commencent à émerger, poussant à des enquêtes plus approfondies. Ça, c'est rapporté par le Guardian. 1975, la commission de Church expose et démontre l'existence de l'opération Mockingbird, révélant l'étendue de la manipulation des médias par la CIA et soulevant quelques inquiétudes sur la liberté de la presse. Lesquelles inquiétudes seront confirmées par la suite? Vous vous rappelez de l'affaire Snowden. Là, j'ai mis d'abord le portrait de Snowden et le portrait de Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, le journaliste du Guardian qui a révélé l'affaire Snowden. Sans surprise, il ne travaille plus au Guardian. Aujourd'hui, Glenn Greenwald, sa carrière est détruite. Heureusement, il a une chaîne YouTube et il a repris le journalisme de cette façon. Snowden, là je vous ai mis une autre image qui apparaîtra donc sur YouTube où vous le voyez en train de taper son mot de passe pour se connecter à une base de données. Il est sous une couverture pour pas qu'on puisse filmer ses doigts pour le mot de passe. C'était un vrai professionnel de sécurité. Sa carrière est détruite aussi, on est d'accord. Hein. Il est encore aujourd'hui exilé politique et il y a très peu de chances qu'il rentre aux États-Unis cette décennie. 2013, juin, Edward Snowden, ancien employé de la NSA, fuit à Hong Kong et révèle des documents classifiés exposant l'étendue de la surveillance mondiale exercée par la NSA. À l'époque, c'était quand même publié dans le Guardian. Toujours juin 2013, les premières révélations montrent que la NSA collecte les métadonnées téléphoniques de millions de citoyens américains sans distinction grâce au programme PRISM. Accessoirement, c'est illégal. Pas de mandat, c'est illégal. Après, ils se sont couverts un peu par le USA Patriot Act. Pardon, il a été renommé Freedom Act. C'est vrai, c'est le USA Freedom Act qui, par pure liberté, pour votre liberté, vous espionne. Toujours en 2013, Snowden révèle que la NSA a également espionné des dirigeants étrangers, y compris des alliés des États-Unis, suscitant une légère controverse diplomatique. Ça sera repris par Der Spiegel. Août 2013, Snowden obtient l'asile en Russie après avoir été accusé d'espionnage par le gouvernement américain et avoir perdu son passeport américain. Daniel Ellsberg, on l'a célébré comme un héros de la liberté d'expression et de la presse. Snowden, on a détruit sa vie. Et enfin, pour conclure, Julian Assange. Évidemment. 2007, une vidéo connue sous le nom de Collateral Murder. Meurtre collatéral, pas collatéral, damage, hein, dommages collatéraux. On revient dans du Chomsky. Hein. Vous prenez des mots, c'est pas des morts, c'est des dommages collatéraux. Friendly fire, vous savez, dans le jargon militaire, il y a ce qu'on appelle les lois de Murphy de la guerre. Et parmi les lois de Murphy de la guerre, vous avez des lois de Murphy qui auraient bien dû être rappelées aujourd'hui, qui sont « si l'ennemi est à portée, nous aussi ». C'est tout bête, hein, mais première loi de Murphy de la guerre, si l'ennemi est à portée, nous aussi. Et bien, une deuxième loi de Murphy de la guerre, c'est « le tir-ami n'est pas votre ami ». C'est tout bête, hein, mais je pense qu'il faut revenir à ce genre de base. « Friendly fire isn't ». C'est pas votre ami, le tir-ami, mais on l'appelle le tir-ami quand même, c'est rigolo. Bon. 2007, donc Collateral Murder, une vidéo montre un hélicoptère américain tirant sur des civils, dont des journalistes à Bagdad. Avril 2010, Julian Assange et Wikileaks publient cette vidéo, révélant les crimes de guerre commis par l'armée américaine en Irak. The Guardian. Octobre 2010, Wikileaks publie les Iraq War Logs, donc comment on dit logs déjà, les registres de guerre de l'Irak, soit environ 400 000 documents confidentiels détaillant des milliers d'incidents de torture, d'exécutions sommaires et de morts de civils non rapportés. Je vous rappelle que la guerre en Irak a été causée par un mensonge. Par un mensonge. Aussi simple que ça. 2018, les révélations suscitent une indignation mondiale, dénonçant l'opacité et l'impunité des interventions militaires américaines en Irak. Aujourd'hui, Julian Assange est présenté par certains médias comme un traître à la solde de Moscou. Biodégradation.
lentement, sûrement. Ça commence par votre page Wikipédia, ça commence par des blogs qui sont blanchis en articles de presse, qui deviennent des sources pour Wikipédia, et qui font ensuite que le doute plane au-dessus de votre personne physique ou de votre personne morale. Et cette biodégradation systématique, si la Stasi la faisait, vous pouvez être sûr que d'autres la pratiquent aussi. Au point d'ailleurs qu'il a été révélé à la mort de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway était un peu parano. Il pensait être espionné. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était surveillé par le FBI. Ça a été révélé après sa mort, c'était exact. Et la paranoïa d'Ernest Hemingway a joué un rôle dans son suicide. Il avait d'autres problèmes, son père était alcoolique, il a eu une enfance très difficile, enfant battu, mais ça a joué, le fait de se sentir en permanence surveillé a joué dans son suicide. Et donc c'est pas étonnant que le FBI se soit dit par la suite, si on a pu avoir Hemingway, on pourra avoir Martin Luther King aussi. La biodégradation, ça a ce but-là, de vous pousser au suicide. Et on a des agences que ça dérange pas outre mesure. Vous savez que Julian Assange a déclaré il y a quelques jours « Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui, après des années d'incarcération sans accès au traitement médical qu'il nécessitait, parce que j'ai plaidé coupable d'avoir pratiqué le journalisme. » C'est ça qu'il a déclaré. Et il a parfaitement raison. J'ai plaidé coupable d'avoir recherché des informations à partir d'une source pour en informer le public. Eh bien, pour moi, vous savez, qui a également plaidé coupable, non pas de journalisme, mais d'exercice de la médecine, un certain professeur Didier Raoult, qui vient d'être interdit d'exercer. Et bien sûr, de la même façon qu'on dit que Julian Assange est un pion du Kremlin, parce qu'il n'y a rien de tel pour biodégrader quelqu'un, de la même façon que les soviétiques disaient que vous étiez un pion de la bourgeoisie, même si vous étiez syndicaliste, comme Lech Walesa ou autre, vous étiez un pion de la bourgeoisie, c'était simple. Le name calling, le name and shame, vous avez des agences pour ça. Vous pouvez payer des agences. En France, il y a eu le scandale Avisa Partners, qui a été renommé à cause du scandale, qui était une agence qui était spécialisée dans ce genre d'analyse et d'études et de considération. Eh bien, ma dernière image, par pur devoir de mémoire, pour ma conférence « La liberté ou la mort », eh bien, c'est une affiche de Vichy qui a fait le tour du web. Et tant mieux, pour pas qu'on l'oublie, je vais vous lire cette affiche, mot par mot, qui a été placardée en 1940. « Il est inadmissible », écrit en gros et en bleu, « il est inadmissible de placer son bien-être personnel au premier plan des préoccupations du moment. Critiquer, récriminer, c'est agir sciemment contre la France et inconsciemment contre soi-même. » Le ministère de l'Amour. Notre défaite est le prix de notre égoïsme et de nos erreurs passées. Des prisonniers, des réfugiés endurent de cruelles privations. Pensez à eux, écrit en rouge. Notre chef a la volonté de rétablir une France nouvelle. Suivons-le. Et en rouge, en lettres capitales, en gras, taisons-nous. Je vous remercie. Bravo. On est très émus et bravo Idriss. Merci. Tu sais Idriss, on va laisser d'abord les applaudissements que tu mérites. Tu sais Idriss, on a débattu toute la matinée avec une interrogation existentielle, en se disant, après tous les coups sur la gueule qu'on a pris à Debout la France, à quoi on sert? Et j'ai dit, s'il y a une chose à laquelle on sert, c'est de servir la liberté d'expression et une certaine idée de la France. Et par cette conférence, je crois que tu as effacé tous les doutes qu'on pouvait avoir dans notre combat. Voilà, je t'en remercie.